Et nous commençons donc avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine en l'occurrence. Nous allons faire un petit focus sur les SCPI résidentiels et se poser la question de l'investissement dans les SCPI résidentiels dans le contexte actuel. Pour cela, nous avons le plaisir d'être en plateau avec Philippe Chambéry, directeur commercial Grand Compte et Grand Compte pour Primonial Reim. Bonjour Philippe Chambéry. Bonjour Alors, SCPI résidentiel, donc c'est un focus qu'on va faire aujourd'hui. L'investissement SCPI est beaucoup plus large que ça. On peut investir dans le bureau, on peut investir dans la logistique pour donner les thématiques un petit peu phare actuellement. Exactement. Là, on se concentre vraiment sur le résidentiel. Résidentiel, c'est qu'on achète des immeubles d'habitation qu'on met ensuite en location et c'est ce qui va donner le rendement. Tout à fait, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Alors, bien évidemment, dans le marché résidentiel, on distingue deux catégories de SCPI, les SCPI dites fiscales et puis les non fiscales, qui est un marché beaucoup plus restreint. Aujourd'hui, il y a à peu près 5 maisons de gestion qui proposent cette typologie d'offres. Voilà, d'accord. Parce que la différence entre SCPI fiscale et non fiscale, c'est que la SCPI fiscale, en fait, on va avoir un avantage fiscal, en fait, qui va être du flot, du Pinel ou autre. D'accord. Tout à fait. Le marché résidentiel, en fait, classique et non fiscal est beaucoup plus restreint. Beaucoup plus restreint. On va quand même essayer de comprendre un petit peu comment il fonctionne aujourd'hui. Alors, avant de se poser la question de ce qui peut influer sur ce marché, sur cette année 2022, on va peut-être se poser la question sur 2021. On sait que 2021 a globalement été une bonne année pour la pierre-papier en général, pour les SCPI également. Donc, alors, en matière de SCPI résidentiel, que ce soit fiscal ou non fiscal d'ailleurs, je ne sais pas si la tendance est différente. On va y revenir. Alors, sur la partie, la tendance a été à peu près similaire. On a enregistré une collecte fortement en hausse sur l'exercice 2021, bien sûr par rapport à 2020. Elle a pratiquement triplé en ce qui nous concerne sur les deux fonds qu'on propose à la commercialisation. D'accord. Et puis sur le marché global, on est passé d'à peu près 197 millions d'euros de collecte en 2021, et là je parle en fait du marché global, à peu près 317 milliards en 2021. Donc il y a un véritable attrait, aujourd'hui un engouement sur les SCPI résidentiels, dans la droite lignée d'ailleurs de ce qu'on observe sur les investissements résidentiels européens, en particulier et français aussi. Donc c'est vraiment une tendance de fond qui est marquée. On constate en fait une tendance effectivement de fond sur le marché des SCPI au global qui se confirme également sur le point de vue résidentiel, puisqu'en fait on connaît très bien les SCPI de bureau par exemple, je pense que c'est le plus connu. La SCPI de résidentiel est plus confidentielle pour le coup, mais elle est portée par la même tendance. Elle est portée par une tendance exactement assez importante. On était à peu près sur l'ensemble du marché en fait, des SCPI à une collecte de 4% de l'ensemble en 2021. Là, depuis le début de l'année, on est à peu près à 3%. Ça représente à peu près 80 millions d'euros qui ont été collectés sur les SCPI résidentiels. Donc c'est relativement modeste à l'échelle, effectivement, du marché global des SCPI qui a collecté 2,6 milliards là sur le premier trimestre 2022. Et alors, pour revenir sur la différence entre SCPI fiscale et non fiscale, une SCPI non résidentiel, non fiscal, c'est un fonctionnement en fait de propriétaire bailleur classique, mais à grande échelle. Mais à grande échelle, exactement. L'idée, c'est bien évidemment de constituer un patrimoine diversifié, d'investir à différents moments du cycle. C'est aussi toutes les vertus de la SCPI et de bâtir ainsi un portefeuille qui va offrir un bon couple rendement-risque assez résilient et défensif. C'est bien ce que viennent chercher en fait les investisseurs au travers de fonds résidentiels. Et on investit essentiellement dans l'immobilier neuf, ou on peut également investir dans l'immobilier ancien, rénové, voire remis sur pied. Oui, ça dépend des stratégies effectivement des maisons. En ce qui nous concerne, on a deux fonds, comme je vous le disais. En fait, un fonds qui s'appelle Patrimo Croissance, qui investit majoritairement dans des actifs neufs, proposés en fait à la location sur le logement social et intermédiaire. Donc là, on est sur des immeubles qui sortent de terre, pour le coup. Qui sortent de terre, exactement. Et puis un autre fonds en fait qui lui adresse des formats plus larges, c'est ce qu'on appelle nous l'immobilier du quotidien. Cette SCPI s'appelle Primo Family. Et donc là, on va investir à la fois dans du résidentiel libre classique, destiné majoritairement aux familles monoparentales, aux familles nucléaires. Et puis à côté de cela, de l'immobilier géré. Là, on va plutôt être sur de la résidence service étudiant, senior, mais également en fait sur de nouveaux formats type co-living. Alors du coup, je vous pose la question parce que si on regarde le marché de l'immobilier résidentiel hors SCPI, il y a un certain nombre de questionnements ou de craintes qu'on peut avoir au début de cette année 2022. On voit les taux de crédit immobilier déjà qui remontent pour les particuliers. On voit des prix de l'immobilier qui sont au plus haut dans un certain nombre de villes qui ont beaucoup progressé avec le Covid sur des villes de... J'ai envie de dire des villes de taille intermédiaire, qui se stabilisent à Paris. Et on a ce calendrier, alors on en reparlera plus tard dans l'émission, mais on a ce calendrier de rénovation énergétique d'un certain nombre de biens ou de normes énergétiques pour les nouveaux biens
qui sortent de terre. Donc, quand on regarde ça d'un point de vue investisseur particulier, on peut se dire l'âge d'or de l'immobilier est en train de se réduire un petit peu, puisque ça nous coûte plus cher d'emprunter et l'appartement est voué à coûter plus cher, sans parler évidemment des hausses de taxes foncières ou autres qui peuvent toucher les propriétaires. Quand on regarde ça d'un point de vue investisseur SCPI ou gestionnaire SCPI, est-ce que toutes ces craintes sont justifiées et ont un impact sur l'investissement? Alors, on est dans un environnement un peu différent d'un investisseur particulier, effectivement. Nous, on est plutôt catégorisé comme étant investisseur institutionnel. D'accord. Nous, on a effectivement pour objectif de restituer de la valeur. Et donc, j'ai envie de vous dire, la hausse des prix, ça engendre une prise de valeur immédiate ou latente sur nos fonds SCPI qui est assez intéressante. Puisque pour ceux qui ont été acquis avant 2022, pour le coup, ou même avant 2021. Et encore maintenant, puisque en fait, cette hausse des prix, vraisemblablement, elle est encore constatée sur le premier trimestre 2022. On est encore en fait dans une phase ascensionnelle en matière de prix. D'accord. Par conséquent, ça se restitue pour une SCPI, vous le savez, effectivement, au niveau de ses valeurs d'expertise. Donc, ces valeurs d'expertise, bien sûr, ça permet effectivement à nos patrimoines de s'apprécier. Et puis, sur un fonds comme Patrimo Croissance, qui est un fonds de capitalisation, ce qui est un peu atypique, de restituer, en fait, le cas échéant, une partie de la valeur, à dire d'experts. Voilà. Donc, le sujet hausse des prix n'est pas un sujet, même si on achète plus cher en 2022 qu'il y a quelques années. Exactement. Pas pour nous, en tout cas, même si, effectivement, il faut aujourd'hui, avec cette hausse des prix, avoir des taux à l'acquisition qui soient en cohérence avec la politique des fonds et puis nos objectifs de distribution également. Puisque lorsqu'on parle de SCPI, bien évidemment, ce qu'attendent en particulier les investisseurs, c'est un rendement. C'est un rendement. Bien sûr. Et là, du coup, ça peut venir rogner sur le rendement, non, ou pas du tout? Au contraire. Ça peut venir rogner sur le rendement. Après, la stratégie, effectivement, qui peut être appliquée à l'échelle, en fait, de différents fonds, c'est bien évidemment de diversifier les formats, comme je vous le disais. D'accord. De diversifier également les pays, parce que les hausses des prix ne se sont pas matérialisées de la même manière en France ou dans les autres métropoles régionales ou françaises, mais ou également européennes. Et par conséquent, en fait, l'idée, c'est véritablement d'essayer de composer, c'est tout l'art, on va dire, du gestionnaire d'actifs immobiliers, un portefeuille qui soit en cohérence avec les objectifs. Et alors, la hausse des taux de crédit immobilier. Alors, on est sur des hausses réelles qui ont un impact sur les particuliers. Oui. On reste tout de même sur des taux qui sont très bas actuellement, même si on peut voir certains taux moyens doubler dans certaines banques, ou en tout cas anticiper un doublement de 1 à 2% d'ici à la fin de l'année. Est-ce que ça, pour un investisseur institutionnel, professionnel, ça a un impact? J'ai envie de vous dire, on a des impacts relativement limités. On est investisseur en bloc, donc en règle générale, on n'achète pas un seul lot en fait dans un actif. Oui. Enfin, et on a plutôt effectivement une vision globale. Nous, on a constaté effectivement des hausses de taux sur un an de l'ordre de 30 centimes, enfin des hausses de taux en fait en matière de financement, marge bancaire incluse. D'accord. Donc ça impacte un peu le rendement. Et d'un autre côté, on a cette capacité aussi en ce qui concerne une SCPI telle que Primo Family à recourir à un effet de levier un peu plus important que ce qu'on a la possibilité de faire par exemple sur le bureau ou encore sur le commerce. Donc on peut aller jusqu'à 40% d'endettement sur la SCPI. Et comment ça s'explique ça que sur le résidentiel vous puissiez... Par construction, le rendement résidentiel est un peu plus faible, effectivement, que certaines classes d'actifs, en tout cas pour le rendement locatif. Mais on apprécie effectivement les choses à la fois sur la partie rendement locatif et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, rendement en capital. Puisque si vous regardez sur la période 2010-2020, et il ne faut pas s'y tromper, l'indice MSCI résidentiel, en fait, donne effectivement, et c'est une vérité, la meilleure performance du résidentiel versus les autres classes d'actifs. On est pratiquement sur 9% en fait, de rendement sur la période, sur cette décade. Voilà. Donc si je reviens sur le coût de crédit immobilier, l'effet volume finalement a moins d'impact sur un investisseur institutionnel que sur un investisseur particulier. Exactement. Ouais. Et puis on n'est pas effectivement nous soumis à la règle des 35% en fait, auxquels sont soumis aujourd'hui les investisseurs particuliers. Et alors côté investisseur, quand il s'agit d'attirer des investisseurs dans un investissement SCPI, alors effectivement ils n'achètent pas l'intégralité d'un bien immobilier, les parts sont plus faibles, mais donc du coup vous constatez que ça une baisse ou au contraire une hausse Depuis le début de l'année, je dirais qu'on est à peu près en tendance sur l'année 2021. Donc ce sont c'est plutôt de bons chiffres qui sont réalisés. On devrait même avoir une augmentation. Donc là, on perçoit, ce que vous anticipez, on a des budgets, on va dire, de collecte, comme on les appelle, supérieurs à ce qu'on avait en 2021.
Et alors, pour finir, dernier sujet d'inquiétude, effectivement, d'un certain nombre de propriétaires, habitants, mais surtout bailleurs, qui est la rénovation énergétique des biens. Donc ça, c'est pour l'ancien. Quand on fait du neuf, comme ce que vous faites également, il y a des normes de plus en plus drastiques sur le DPE, l'audit énergétique ou autre. Est-ce que ça, c'est de nature à compliquer un peu l'investissement en SCPI résidentiel? Alors, sans le compliquer, en tout cas, c'est quelque chose qu'on prend en compte de façon systématique, notamment dans les diligences juridiques, fiscales, techniques qui sont réalisées en fait pré-acquisition. Et donc, c'est véritablement aussi un sujet d'autant plus important qu'on a en fait cette volonté au titre de notre politique ESG, bien évidemment d'être en conformité avec les consommations énergétiques et d'avoir une approche qui est relativement académique sur le sujet. Donc oui, on a vraiment, on va dire, comment dirais-je, ces règles en tête et en ligne de mire en fait, à l'acquisition. Ouais. Et donc, vous pensez que ça peut compliquer un petit peu, je ne sais pas moi, le coût, par exemple, est-ce que ça peut avoir un impact sur le coût d'un bien et donc potentiellement avoir un impact sur le rendement aussi Alors, sur le coût d'un bien, une chose est certaine, c'est que demain, un actif qui ne sera pas en conformité, bien évidemment, on va perdre de façon assez importante en liquidité, ça vous vous en doutez. Donc le coût peut augmenter aujourd'hui, mais garantir une liquidité. Mais en tout cas, assurer une forme de liquidité dans le futur, oui, bien sûr. Et puis les passoires thermiques, je vous le rappelle, à horizon 2025, 2028, 2035, ne pourront plus être loués. Donc ça devient en fait quelque chose d'assez prégnant. Et voilà. Ça concerne aussi les SCPI pour le coup. Et ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Merci beaucoup Philippe Chambéry. Je rappelle que vous êtes directeur commercial grand compte pour Primonial Reim. Merci d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Et quant à vous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.